Jérôme Guette, bonjour. Bonjour. J'imagine que vous avez écouté Emmanuel Macron hier. Qu'est-ce que vous en avez pensé? Depuis hier, on a une litanie de qualificatifs. C'était ma réaction devant ma télévision hier. Hors sol, déconnecté, lunaire, provocateur. Enfin, on nous disait qu'il fallait un discours d'apaisement, proposer une issue politique à une crise qui est sociale et politique. Et on a eu un président droit dans ses bottes. Voilà, il m'a vraiment fait penser à Alain Juppé en 1995, qui nous martelait, y compris 10 jours avant le retrait de la réforme, qu'il ne bougerait pas, il ne retirerait pas sa réforme. Il n'a aucun regret. Voilà, c'est un président de la République qui pense qu'il a tout bien fait. Il en a quand même émis un, celui de ne pas avoir réussi à convaincre. Oui, enfin, ça fait depuis le début qu'ils nous disent que c'est un problème de pédagogie et que les Français n'auraient pas compris le caractère fantastique et lumineux de cette réforme. Les Français, vous savez, ils sont très intelligents. Et donc, ils ont regardé dans le détail ce que signifiait cette réforme. Et dans leur tripes et dans leur tête, ils ont été convaincus que c'était injuste. Et en plus, est venue se rajouter une brutalité démocratique. Donc, injustice sociale, brutalité démocratique et un président qui est inerte et qui dit en gros ayez confiance en moi, bonnes gens, circulez, il n'y a rien à voir, je continue comme avant, je propose pas de solution. Est-ce qu'il y a un retrait? Pas de remaniement, pas de solution, pas de référendum. Et donc, ça veut dire on continue comme avant. On considère que de toute la séquence, il n'y a aucune conséquence à tirer. En quoi, et pire, il ajoute de la provocation à l'endroit des Français, en leur disant en gros, vous n'avez rien compris, de ceux qui manifestent en faisant une comparaison, mais vraiment honteuse avec les vrais factieux. Les vrais factieux, c'est l'extrême droite, en effet, qui s'attaque au Capitole, les suprémacistes, les amis de Donald Trump ou les amis de Bolsonaro. Et donc, dans la même phrase, il compare les gens qui manifestent depuis des semaines à ceux-là. C'est pas respectable. Et puis, cerise sur le gâteau, il s'en prend aux corps intermédiaires. Il en a l'habitude, en l'occurrence les syndicats. Les syndicats. Évidemment. Je veux dire que la CFDT notamment de Laurent Berger. Il aura quand même réussi à ce que dans la seconde, Philippe Martinez dit c'est du foutage de gueule et Laurent Berger, qui n'est pas connu pour ses excès, qui est immédiatement obligé de dire que le président a menti. Et le président a menti quand il dit qu'il n'y a pas eu de proposition de compromis. Nous, parlementaires, on a fait des propositions pour trouver un autre chemin plus juste pour financer les retraites, et les syndicats aussi. Mais il y a eu plus de bras d'honneur que de mains tendues dans cette période. La Première ministre, elle reste à Matignon. À quoi serait changé qu'elle parte ? Là, vous avez raison. C'est-à-dire que ce n'est pas un problème de personne, c'est un problème de méthode de travail et de ligne politique. Vous savez, depuis le mois de juillet, on nous avait dit vous allez voir, on va être dans la coproduction et dans la co-construction. C'est ce qu'il demande aujourd'hui à nouveau à Elisabeth Borne, d'élargir sa majorité à droite comme à gauche. Formidable. Une semaine après avoir dégainé de manière précipitée un 49-3 qui entérine qu'il n'y avait pas de majorité pour voter cette réforme. Ils avaient tenté un accord avec les Républicains, il n'a pas pu aboutir, tant mieux, et donc ils n'ont pas de majorité. Oui, mais la co-construction, ça peut marcher, on l'a vu sur les énergies renouvelables, on l'a vu sur le pouvoir d'achat, on l'a vu en ce moment sur le nucléaire. Ça fonctionne sur certains textes. Mais ça fonctionne quand vous prenez l'exemple des énergies renouvelables. Nous, socialistes, on a voté le texte parce qu'il n'est pas idéal, il n'est pas fantastique, mais il va dans la bonne direction, et on a été capable de faire adopter des amendements. Mais sur le cœur de la politique sociale, de la politique économique, de la question des retraites, les retraites, c'était clair. On ne discute pas d'une chose qui est l'allongement de 2 années. Attendez, donc vous me dites que ça peut marcher sur certains textes, mais pas sur les textes les plus sensibles. Fort heureusement, vous savez, hier, on a voté 2 textes à l'Assemblée à l'unanimité. D'ailleurs, c'était intéressant, c'est des textes d'initiative parlementaire sur la préservation des relations entre les distributeurs et les producteurs sur une juste rémunération. Donc c'est possible de le faire, mais vous savez quoi? Laissez faire les parlementaires. Laissez-nous travailler, et pas à coup de 49-3 ou de vote bloqué ou de je ne sais quoi. Un mot de la loi immigration qui devait être examinée au Sénat. Finalement, on a compris qu'elle allait être découpée. Est-ce que vous pourriez voter un texte sur le côté plus inclusif de cette loi? Non, mais là aussi, c'est quand même une méthode assez baroque. On nous présentait cette réforme comme étant absolument indispensable aussi, alors que c'est uniquement Macron qui cherchait à courir sur les terres de l'extrême droite. Moi, je veux bien qu'on débatte de l'ensemble de ces sujets, mais là aussi dans une vision globale. Si vous saucissonnez, vous prenez un petit bout par-ci, un petit bout par-là, c'est pas ça une politique. Quand un président de la République hier nous dit on légifère trop dans le pays, c'est en fait il veut débrancher le débat parlementaire parce qu'il ne lui est pas favorable. Vous dites qu'il veut le contourner? Il veut évidemment contourner. Vous savez, il veut contourner. S'il pouvait,
il souhaiterait dissoudre le peuple, se passer des parlementaires. Les maires, il se les est mis à dos dans le passé. Les corps intermédiaires, les associations et les syndicats, c'est pareil. En fait, il veut avoir raison tout seul. Voilà, c'est le président qui discute avec lui-même et qui veut avoir raison tout seul. C'est pas possible. C'est la raison pour laquelle il faut continuer. C'est une journée de mobilisation aujourd'hui. Et moi, je souhaite que cette mobilisation, elle continue à dire que c'est ancré dans la tête des gens et que ce rejet, il demeurera intact jusqu'au retrait. Emmanuel Macron, il veut mettre à contribution les grandes entreprises qui font des revenus exceptionnels pour qu'ils redistribuent davantage à leurs salariés. Ça va dans votre sens? Mais évidemment que ça va dans l'autre sens. C'est une proposition qu'on avait faite avec Olivier Faure dès le mois de septembre de l'année dernière pour les votes des budgets. Donc on l'a déployé, mis sur la table au moment du vote du budget de l'État. Qu'est-ce qui s'est passé? Balayé d'un revers de la main. Moi, avec d'autres, j'ai déposé sur la réforme des retraites des amendements en ce sens, en disant vous n'avez pas besoin d'aller prendre 2 années d'impôts sur la vie des gens. On peut vous proposer une palette de solutions, dont une taxe sur les superprofits, en effet, qui sont indécents. Et là, on nous répondait, Gabriel Attal, le premier, « Ah, vous n'y pensez pas, vous ne pensez qu'à augmenter les impôts. » Mais il ne s'agit pas des impôts des Français, il s'agit là d'entreprises qui se sont gavées. Attendez, on va vérifier. C'est une porte assez étroite, c'est pour celles des entreprises qui font des super profits et qui en profitent pour racheter leurs propres actions. Pourquoi? Pour augmenter leur cours de bourse. Donc moi, tout ce qui va dans le sens d'un meilleur partage de la richesse, ça me va. Mais que ne l'a-t-il fait précédemment? Et puis, alors s'il veut qu'on ouvre la boîte à idées, nous on en a plein. Nous on est inventifs, on est créatifs. Et s'il veut faire du compromis sur des propositions, les 12 ou 15 milliards dont il a besoin, on peut les trouver sans les 2 années. Donc s'il veut qu'on se mette autour de la table et qu'on trouve une dizaine de propositions qui seront indolores pour le plus grand nombre pour équilibrer le régime de retraite sans s'en prendre aux Français, moi je dis chiche, mais je ne sens pas que ce soit leur état d'esprit. Est-ce que vous pourriez faire du compromis justement sur sa loi travail? Il veut revoir la pénibilité, les fins de carrière, l'usure professionnelle. Mais vous vous rappelez qu'au début de la réforme, le 10 janvier, on nous disait cette réforme des retraites, elle est formidable parce qu'elle va parler des fins de carrière, de l'usure professionnelle. Moi, je préfère parler de pénibilité, etc. Donc ou de l'emploi des seniors. C'est donc un aveu supplémentaire du fait que ces sujets essentiels, qui d'ailleurs, s'ils étaient traités, je pense par exemple au travail des seniors, nous épargneraient une réforme des retraites injuste. En gros, c'est un aveu de dire ces questions-là n'ont pas été abordées, on les repousse à plus tard. En fait, depuis quelques jours, on comprend que tout va être renvoyé à demain. C'est un président qui est bunkerisé dans sa tour d'ivoire à l'Élysée. Il va falloir qu'il entende ce qui se passe dans le pays. 15 secondes. Ouais. Charles III, le roi, est en France à partir de lundi. Est-ce que vous pensez que c'est un mauvais timing? Est-ce qu'il faut annuler cette visite officielle? Il y a des symboles qui sont particuliers. Voilà. Au moment où on a un monarque républicain qui ne tient pas compte du débat parlementaire et d'un peuple qui s'exprime et un président qui dit que le peuple n'est pas légitime, on fait appel à un monarque, alors certes, qui a bien moins de pouvoir. Il n'a pas le 49.3, lui. Donc c'est un symbole qui n'est pas opportun. Moi, je suis un défenseur de l'amitié franco-britannique. Je souhaite qu'on puisse accueillir dans de bonnes conditions. Mais pas de report, donc pas d'annulation. Mais il y a des moments où il y a des symboles qui sont un peu délétères. Et peut-être que le report serait opportun. Mais Emmanuel Macron est tellement droit dans ses bottes qu'il ne veut reculer sur rien. Voilà. Merci beaucoup, Jérôme Guedj. Bonne journée.